professeur des universités. Il a un trésemé détenteur de thèses. Il est fiscaliste, économiste, mais également politique, en ce sens ici qu'il assume la responsabilité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Également, homme de Dieu, pasteur Godin Poyi, que je reçois. L'honneur revient en lui pour ce premier numéro de l'émission Ce dont on parle de l'année 2021. Bonjour, prof. Bonjour, Apo. Bonne année à vous. Pareillement. Bien qu'on l'a fait par WhatsApp. Oui, donc c'est l'occasion de le faire maintenant en live. Oui. Me veux le meilleur à vous, à votre famille, merci. À tous nos téléspectateurs. En dehors des téléspectateurs et moi qui est à vos côtés, qui suis à vos côtés, pardon, qui est cette autre personne à qui vous souhaitez lever pour cette année 2021? À ma mère, à ma femme, à mes enfants, aussi bien biologiques que spirituels, aux Quinoises et aux Quinois, aux Congolaises et Congolais. Et merci. Tous ceux qui aiment la RDC. Merci bien. Oui. Pourquoi nous prenons le professeur Godin Poyi à ce numéro 1 de ce dont on parle votre émission? C'est parce que nous voulons parler du budget. Vous avez suivi une émission que j'avoue, j'ai dû présenter des excuses à ce grand homme d'État. On avait justement manqué un son. Le son n'était pas audible comme on l'aurait souhaité. C'est à ce titre-là que nous revenons avec lui pour qu'on parle de l'économie. Prof, l'économie en soi en général, c'est quoi juste? Qu'est-ce que les gens comprennent par l'économie? Bien que notre sujet aujourd'hui, c'est le budget. Mais commençons par le concept économie. Bien. C'est l'économie qui fait les budgets. Et nous ne devons pas nous verser dans des définitions tarabiscotées, des cercles universitaires. Donc, on peut définir l'économie de la manière la plus simple, comme étant cette discipline qui s'occupe de la production, de la distribution et de la consommation. De manière lapidaire, c'est cela. Donc, quand on parle production, on parle distribution. Donc, dans la distribution, il y a les transports, il y a plusieurs étapes. La consommation. In globo, c'est tout ça qui fait l'économie. Voilà. Aujourd'hui, on parle budget. Je reviens tout de même presque à la même question. Les communs des mortels voudraient également comprendre budget. On parle tant budget, 4 milliards, budget. Ailleurs, c'est 50 milliards. En quoi consiste le budget et c'est quoi juste le budget? Voilà. Et le budget, en termes clairs, c'est un plan financier. C'est un plan financier qui décline l'ensemble des opérations qui seront enclenchées par un État sur une période annuelle. C'est vrai que maintenant, nous sommes dans une logique pluriannuelle, mais le budget, il reste annuel. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le budget, c'est un instrument de gestion. Et comme vous le savez, la gestion, l'administration, les management, ce sont des concepts qui ont un sens et un contresens. Et lorsque vous parlez de management public, il y a 4 fonctions séquentielles. Donc, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la direction et il y a le contrôle. Alors, la planification, c'est en fait la première opération, la première fonction séquentielle. Et cette fonction séquentielle se traduit de plusieurs manières. Donc, lorsque un parti accède au pouvoir ou une coalition accède au pouvoir, ils avaient le projet de société. Ce projet de société doit être transformé en programme de gouvernement. Oui. Et maintenant, le budget, c'est l'extrait annuel de ce programme de la coalition au pouvoir. Ah, ok.
Et il s'agit d'un plan financier. Bref, on peut dire que le budget voudrait tout simplement dire l'État face à ses dépenses. Pour dépenser, il faut des ressources. Et pour dépenser rationnellement, il faut un plan. Donc, c'est ce qui fait le budget de l'État. Le budget de l'année passée, il y en a qui doutaient de son exécution en entièreté. Et la réduction des comptes qu'on a observée à l'Assemblée nationale, telle présentée par le ministre des Finances, a défrayé un peu la chronique. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur cette réduction des comptes par rapport à l'exécution du budget l'année passée? Première précision par rapport à ce budget 2020. Je crois que sur ce plateau, je vous avais dit que moi, je croyais que ce budget-là était réaliste. Les fonds monétaires n'étaient pas d'accord avec nous. Mais bizarrement, aujourd'hui, les fonds monétaires nous rejoignent. Accepte quand même. Sans le dire, tout simplement parce que lorsque le chef de l'État avait demandé ce budget de 11 milliards de dollars, le cadrage macroéconomique de l'époque, c'était avec un taux de croissance de 5,4%. Là, comme nous aimons du tintamarre et nous aimons de la mini, les gens avaient crié sur les toits pour dire que les budgets n'étaient pas réalistes. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, avec un cadrage macroéconomique revu à la baisse, parce que lorsque vous lisez le cadrage macroéconomique du budget 2021, le taux de croissance est de 3,2%. Les mêmes institutions acceptent que nous sommes capables de produire 6,9 milliards. Donc vous comprenez qu'il y a des gens qui font des choses de manière sentimentale. Donc je l'ai dit et je le répète. Et ce que j'ai dit, Dieu lui aurait dit s'il avait été demandé de le dire. Et n'eût été les Covid, il était possible de mobiliser les 11 milliards de dollars. Avec le cadrage macroéconomique de l'époque. Et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Parce qu'en lisant les cadrages macroéconomiques du budget 2021, vous verrez que l'indicateur modal, donc en fait la variable modale du cadrage, donc la variable principale, c'est le taux de croissance. Donc il a été revu à la baisse, et sensiblement parce qu'on est descendu à 3,2, c'est-à-dire que nous avons perdu environ 2,2%. Là, on accepte qu'on peut mobiliser 6,9 milliards. Et pourtant, c'est ce qu'on pouvait accepter déjà en 2020. Et n'eût été la pandémie de Covid, je suis de ceux qui croient, ce n'est pas même qui croient, nous ne sommes pas en matière de foi, je suis de ceux qui sont convaincus qu'il était possible de mobiliser les 11 milliards de dollars. Prof, c'est un plaisir de vous recevoir encore sur le plateau. Mais on observe, on a entendu le professeur Luzolo dire qu'il y a au moins 15 milliards de dollars qui circulaient comme ça, qui volatilisent comme ça, qui n'est pas dans le trésor public. L'inspecteur général des finances vient avec le concept d'exonération. Il a dit par an, on pouvait mobiliser, et 5 ans, ça pouvait faire 5 milliards, si j'ai bonne mémoire. Comment, en tant qu'expert, spécialiste, en fiscalité, en économie elle-même, comment l'État, quelle politique l'État peut utiliser, appliquer pour récupérer l'argent qui volatilise? Professeur. Première précision, c'est qu'on ne rationalise pas la fiscalité lorsqu'un État ne connaît pas son canton fiscal. Donc tout part de là. Dans tous les pays normaux, le point de départ de toute réforme fiscale, c'est d'abord la détermination de son canton fiscal. C'est-à-dire canton fiscal. Il y a des mots. Bon, en fait, le canton fiscal, c'est le seuil qu'on ne peut pas dépasser en matière de collecte. Lorsque vous dépassez ce seuil-là, ça va provoquer des distorsions économiques. Donc, lorsque vous connaissez le seuil, à ce moment-là, vous connaissez votre capacité fiscale, vous pouvez savoir qu'est-ce que vous pouvez mobiliser et que vous ne pouvez pas mobiliser. Alors, il y a des indicateurs pour déterminer ce quantum. Il y a les outils de l'économétrie, mais il y a l'OCDE qui a simplifié les choses. Donc ça, c'est de manière empirique.
empiriquement, l'OCDE se livre à l'observation de la question fiscale dans tous les pays du monde. Et il a été constaté que les ratios recettes fiscales PIB, selon les différentes régions du monde, lorsque vous êtes en Europe, c'est autour de 33%. Donc c'est pratiquement tout l'Occident. Mais vous verrez qu'en France, ils vont des fois jusqu'à 47%. Et ces ratios, lorsque vous êtes en Afrique, la moyenne est de 20%. La moyenne est de 20%. Et lorsque vous êtes au Sénégal, par exemple, ils vont jusqu'à 25%. Mais vous aurez remarqué que pour les cadrages macroéconomiques, avec les cadrages macroéconomiques du budget 2021, donc notre pression fiscale est de 8%. C'est extrêmement quand même, c'est vrai que nous sommes dans des contextes particuliers, mais par rapport aux meilleures pratiques, nous sommes vraiment en deçà de la moyenne. Et vous aurez remarqué que pour l'année passée, par exemple, la moyenne du ratio recette fiscale PIB s'était cristallisée autour de 16,5%. Ça va quand même là. Oui, il y a des pays qui ont collecté. Donc, nous devons mobiliser davantage de ressources si nous voulons rencontrer la demande sociale. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qu'il faut encore faire de ce côté-là. C'est pour dire, lorsque vous parlez du prof Luzolo Bambi, je crois qu'il n'était pas très loin de la vérité. Donc, si nous prenons cette moyenne africaine de 20%, avec un PIB, donc nominal, tel que je vis dans les cadrages macroéconomiques actuels, c'est autour de 56 milliards de dollars. Cela équivaudrait à dire que pour un État comme celui-là, la fiscalité à elle seule devait rapporter autour de 11 milliards 200 millions. Et l'État n'a pas, et encore là, faudra-t-il dire que nous, l'ensemble de nos activités économiques, nos activités économiques ne sont pas totalement captées par la comptabilité nationale. Et il y a un préalable, nous devons encore imposer davantage le secteur informel. C'est pour dire que les analyses... Qui regorge beaucoup d'activités, beaucoup de secteurs. C'est pour dire que, scientifiquement parlant, l'argumentaire qui fixe à 15 milliards de dollars le courage des recettes chez nous tient parce qu'on peut expliquer ça avec les outils de l'économétrie, mais on peut également expliquer ça empiriquement en se ferant aux meilleures pratiques. Et comme on parlait de l'inspection générale des finances, je crois que même si à un certain moment nous n'avions pas les mêmes points de vue par rapport à la question des exonérations et de la compensation, il faut reconnaître que l'inspection générale des finances a joué un grand rôle ces derniers temps dans l'amélioration des collectes de nos ressources. Parce que parmi les stratégies, lorsque vous voulez avoir une mobilisation massifiée des ressources publiques, il faut travailler avec des paramètres anthropologiques. Comme la tendance chez nous, c'est la fraude, il fallait multiplier les contrôles. Et là, je crois sincèrement que l'inspection générale des finances a joué un rôle déterminant dans l'amélioration, sans négliger aussi l'éveil patriotique dans les chefs des cadres et agents de ces régies financières qui ont compris que l'heure est arrivée pour qu'on puisse faire corps avec la République et regarder avec elle dans la même direction. Mais de ce côté-là des régies financières, il y a aussi des préalables. Il faut améliorer leurs conditions de travail et n'affecter dans des directions stratégiques, dans des postes stratégiques des tatillons, et je crois que ça pourra marcher. Voilà, je me rappelle encore que l'inspection générale des finances, sur l'impulsion du chef de l'État, avait diligenté la mission d'encadrement des régies financières. Cette mission a produit du effet. On a remarqué l'accroissement de recettes à travers presque toutes les régies de la République. Alors, Louison Molongoy, on va prendre
le message de sensibilisation, de conscientisation nous envoyé par l'inspection générale des finances. André, il financier, soit bien ma bloqué. On a besoin de service? Non. Oh, il y a un bon marché. Faut ça la position de. Ok, l'optique là où elle est là. Mais DG, on va voir les analyses. Non, c'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Un bon roi d'État. DG. Merci papa. Ma copine, Conseiller, dans mon bureau. Excellence. Au moins, il tout capable de préciser. Oui, Excellence. Kamata moko. Kende kopesa na tata mwasi na ngai. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa ba 0 mibale. Et comme boni 9 milliards. Bikolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kaka mo. Bongo l'État. Eh papa yakani mutuka yango. Oh. Mama. Mais mutuka gouvernement. Mata tinda zanga batna gouvernement. Naza tata mo c'est excellence. Tata mo c'est excellence. Mokourizali. Mon inspecteur, n'a pas préparé des gens qui n'a rien à IGF. Faut ça pour aider, n'a pas de cycle. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances. Vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non, dis-leur que l'excellence est en confinement en France. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Là. Je ne suis pas là. Là. Non. Ah, c'est désolé. Conseiller, même toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Ok, voilà. Nous présentons également nos vœux à l'inspecteur général des finances et des services, M. Alinguete et toute sa famille. Et je présente également mes vœux, le meilleur à l'inspecteur général des services, oui, à toute sa famille, à tous les inspecteurs généraux des finances. Ok. Parce que j'ai toujours considéré que jusqu'au dernier recrutement, c'était les seuls corps qui étaient encore restés protégés. Ah oui. Donc, j'ai mis un peu de doutes par rapport au recrutement, mais je crois qu'ils vont faire un effort pour être à la hauteur de ce qui avait commencé. C'est le seul corps qui était resté jusqu'à la protégé. Ah ok. Ouais. Non, vous doutez Non, je ne doute gens pas. Je ne doute pas. Je ne doute pas. Ok. Je ne doute pas, je dis que je considère que jusqu'à ce dernier recrutement, oui, c'était les seuls corps qui étaient restés protégés. Vous avez raison, pleinement. Parce que c'était des gens qui étaient recrutés dans des conditions effectivement professionnelles. Ah oui. Bon, Ah oui. je comprends qu'ils sont en train de vieillir, c'est pourquoi... Non, ils ont vieilli. Les derniers à 55 ans. Tout ce que nous leur demandons, c'est de former les jeunes pour que les jeunes atteignent aussi leur niveau. C'est ce que... Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'il faut qu'on puisse ramener l'inspection générale des finances au ministère des Finances. C'est vrai qu'en France et ailleurs, l'inspection générale des finances est rattachée au ministre des Finances, mais le contexte n'est pas le même. Donc chez nous, il y a eu des moments où le ministre des Finances, qui est censé être le chien de garde des recettes de l'État, il y a eu des moments où c'était des ministres des Finances qui étaient en fait des encadrés de la fraude. Donc je crois que pour le moment, il faut garder ces services rattachés à la présidence. Rattaché à la présidence. À ce moment-là, le chef de l'État a la possibilité de faire des arbitrages de manière objective. Voilà, c'est un expert qui se prononce encore. Voilà. Parce qu'en fait, pour comparer des situations, il faut qu'il y ait une certaine analogie entre elles. Et cette analogie peut être soit des contextes, soit des structures. Donc vous n'allez pas comparer la culture des prédations actuelles en RDC à la culture française. Donc chez eux, c'est normal que ça soit rattaché auprès des ministres des Finances, parce que les ministres des Finances et les chefs de l'État en France, ils sont dans la même logique. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah, vous avez tout dit. Oui. Ils sont dans la même logique. Oui.
Là, c'est... Alors, quand vous amenez ça en Afrique, où c'est le carriérisme, donc c'est les biceps. Ces services-là doivent encore rester rattachés à la présidence, le temps que nous puissions, nous tous, nous inspirer de la nouvelle vision pour que l'IGF fasse correctement son travail. Merci. Voilà, d'ailleurs, le chef d'État venait de renforcer certaines attributions de l'inspection. Et j'avoue même, aujourd'hui, l'inspection ne peut pas dépendre aussi du ministère des Finances, d'autant plus que les champs d'inspection est vaste. Il contrôle les biens de l'État. Les biens de l'État ne sont pas contrôlés par le ministère des Finances. Il y a tout un ministère. Il contrôle la territoriale. La territoriale est contrôlée par le ministère, la vice-primature intérieure et sécurité. Ça ne relève pas de finances. Bon, un expert a dit, j'ai intérêt à me taire, sinon poser des questions. Prof, comment peut-on arrêter le coulage des recettes chez nous, en RDC? Merci beaucoup. Je crois que le développement d'un État, je l'ai toujours dit, et je le répéterai encore, le développement d'un État est chronophage. Il s'inscrit dans les temps. C'est ainsi que lorsque vous voulez rationaliser les choses, on le fait à court, moyen et long terme. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. Maintenant, demain et après-demain, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire à court terme, si nous tenons à mobiliser davantage nos ressources, c'est qu'il est indiqué. Et la grande barrière à la mobilisation des ressources en RDC, c'est cette barrière anthropologique. Donc c'est un problème d'homme. Oui. Je ne dis pas que tout le monde est mauvais, mais je dis au moins la plupart. Donc, si on veut effectivement mobiliser davantage des ressources à court terme, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut des ajustements anthropologiques dans les régimes, non seulement dans les 3 régimes, mais aussi dans les sociétés commerciales. Parce que c'est qui... Clairement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais m'expliquer. Je ne suis pas d'accord. Souvent, quand on parle de la mobilisation des recettes en RDC Congo, on ne voit que les 3 régies financières. Mais les gens ne doivent pas oublier que depuis le 7 juillet 2008, nous avons dans ces pays 20 sociétés commerciales, 20 établissements publics et les 5 services publics, dont les régies financières. Donc, il ne faudra pas qu'on puisse seulement chercher à charger les régies financières. C'est vrai que lorsque vous lisez la charpente budgétaire de la République démocratique du Congo, à ce qui concerne les ressources, les recettes courantes, l'apport de la fiscalité, de la parafiscalité est de 70%. Pour un grand pourcentage. Oui, mais on devait également appuyer les toxins sur le fonctionnement de nos sociétés commerciales, de nos établissements publics. Oui. Et pourquoi il y a eu toutes ces réformes si nous ne pouvons rien entendre? Donc bref, pour dire qu'à moyen terme, il faut d'abord, comme la grande barrière à la mobilisation des recettes en République démocratique du Congo est anthropologique, il faudrait qu'au niveau du management, qu'on puisse chercher ce qu'on appelle les capitales humains. Donc les capitales humains, ce n'est pas moi qui ai inventé les concepts. Oui. Et les concepts et de Gary Becker, c'est le prix Nobel de l'économie. Oui. Il avait dit qu'un capital humain, c'est celui qui a fait des études exigeantes, c'est celui qui est en bonne santé et celui qui a suffisamment d'éthique. Donc il faudra qu'au niveau du haut management de la République, qu'on puisse penser. Je sais que même dans la configuration actuelle, ces personnes-là existent dans ces régies, mais ces personnes-là sont minoritaires. Ah oui. Donc, si on voit déjà dans les 3 grandes régies, on y a fait ces personnes-là, les capitales humains. Ils ont fait de bonnes études. Les capitales humains. Les capitales humains au sens de Gary Becker. Oui. Donc ce sont les gens qui ont qui ont des connaissances scientifiques étendues et avec des connaissances professionnelles par rapport à leur secteur. Donc vous mettez ces gens-là, ça va se diffuser. Il y a
ce qu'on appelle en psychologie la théorie du miroir. Oui. Donc l'enfant ne fait que ce qu'il a vu faire l'adulte, le suppôt ne fait que ce qu'il a vu faire le chef. Donc, ça va se diffuser la même logique, ça c'est à court terme. Hein. Oui. À court terme. Nommer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà, et ça va se diffuser, c'est-à-dire au niveau du sub-management. Donc le sub-management, c'est-à-dire quand les personnes animatrices de ces structures vont procéder à la mise en place locale. Vous sentez qu'il y a du sérieux. Ils vont également faire le même triage. Ah oui. Et lorsque vous faites cela, vous mettez à contribution l'IGF et la justice. Ça s'améliore. C'est fini. Mais on ne doit pas se cristalliser seulement sur les régies financières parce que j'étais en train de le dire que ce pays, depuis le 7 juillet 2008, a 20 sociétés commerciales, 20 établissements publics, 5 services publics dont les régies financières. La même logique devait également être respectée dans ce secteur. Donc ça, c'est ce qu'on fait à court terme. C'est-à-dire, vous le faites dans une année, il y aura déjà, vous aurez déjà les résultats. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? À moyen et long terme, il faut rationaliser la gouvernance fiscale, la gouvernance financière. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faudra impérativement, comme j'étais en train de le dire, commencer par déterminer les cantons fiscaux de la RDC. Lorsqu'on détermine ces cantons fiscaux, il y a moyen, via l'économétrie, de faire ne fût-ce que des projections sur la capacité fiscale de la République. À ce moment-là, on se pose la question, on s'interroge pour savoir si nous avons effectivement atteint la performance parce que nous aurons déjà exploité tous les potentiels. Voilà. Lorsque vous êtes par exemple aux États-Unis d'Amérique, on fait toujours la différence, un distinguo, entre les budgets de l'État et les budgets économiques des États-Unis. Au niveau du budget économique, il y a toutes les potentialités. Il y a une nuance là. Les détails. Ok. Donc, au niveau du budget économique, il y a toutes les potentialités. Et au niveau du budget de l'État, il y a les réalisations. Maintenant, les questionnements du management, c'est de faire tout pour rapprocher les budgets de l'État du budget économique. Il faut qu'on puisse rapprocher les réalisations des potentialités. Donc, c'est ce qui manque à ce pays. Alors, si nous voulons le faire à moyen et long terme, il y a les outils de l'économétrie. Ça ne devait pas se faire que pour les régies financières, mais au niveau des différentes sociétés commerciales établies, parce que j'entends souvent dire entreprises publiques. Non, les concepts d'entreprise publique n'existent plus en portefeuille de l'État congolais. Okay. Maintenant, c'est soit les sociétés commerciales, soit les établissements publics, soit les services publics. Ah, okay. Alors maintenant, la démarche, en fait, l'arlésienne, c'est qu'on devait s'organiser pour que chaque société commerciale puisse connaître sa fonction de production. Voilà. Donc, lorsque la société, ça c'est à moyen terme, donc lorsqu'on connaît la fonction de production de chaque société, à ce moment-là, on connaît la vraie potentialité de la dite société et on doit maintenant se poser la question de savoir pourquoi les réalisations ne rapprochent jamais les potentialités. Et là, il faudra des réformes intelligentes. Donc, pas seulement comme je vis avec ces réformes de la Banque mondiale où ils demandaient à l'État de se désengager. Encore faudra-t-il dire que la théorie de la contingence n'a pas été respectée. Donc, il faudra que dans nos entreprises, au lieu de se contenter seulement des conseils d'administration, des comités de direction, nous devons aujourd'hui avoir au niveau de nos entreprises ce qu'on appelle des comités de stratégie. Alors, au niveau de ce comité... Ça aura quel rôle? Oui, en fait, c'est le consulting de chaque entreprise. Oui. La particularité du comité de stratégie, c'est que les comités de stratégie siègent certes de manière ponctuelle, mais qui siègent au niveau de ces ou qui siégeront dans ces comités de stratégie, oui. Il faut des scientifiques de la filière.
Voilà. Parce qu'au niveau du conseil d'administration, nous ne retrouvons que des mandataires qui ont été nommés par l'État. Et des fois, de ces côtés-là, il y a atonie de l'inspiration. Donc, au niveau du comité de stratégie, le comité de stratégie a l'avantage, de temps en temps, d'associer au fonctionnement de la société des scientifiques. C'est-à-dire, lorsque vous êtes au niveau, par exemple, de la SNEL, il y a des gens qui ont passé toute leur vie à étudier et à réfléchir sur le secteur de l'électricité. Voilà. Donc ces gens-là, ils viennent dans le cadre du comité de stratégie. Dans ces comités, on y trouve certainement les représentants du conseil d'administration, oui, les représentants du personnel, mais on y apporte une touche scientifique. Et ce que j'ai dit, par exemple, en ce qui concerne les entreprises, l'heure est arrivée pour que nous puissions avoir dans ce pays ce qu'on appelle les comités d'analyse économique. Donc, lorsque vous êtes aux États-Unis, lorsque vous êtes en France, vous allez remarquer qu'il y a ces conseils d'analyse économique. On a recruté les scientifiques avérés. Donc les scientifiques avérés, ce n'est pas maintenant comme on voit là, les gens font... tout ça. Non, maintenant comme ils ont compris que quand ils achètent localement, on les identifie. Ils vont ailleurs. Non, ils achètent maintenant en ligne. Dans des universités qui n'existent pas. Donc vous voyez une université qui se présente, on dit que c'est une université américaine. Mais aux États-Unis, on ne reconnaît pas cette université. Ça existe si pas. Tu vas à l'ambassade des États-Unis, ici, on ne connaît pas. Et ces gens d'université délivrent des thèses à domicile, des doctorats à domicile. Donc même chez vous, ils peuvent venir vous donner les titres de docteur. On ne parle pas de ces gens-là. Non, en réalité, de ceux qui ont fait de bonnes études. En réalité, ce sont des infirmiers. Ah oui. Donc, en disant cela, je ne dis pas que moi, je dépasse les autres. Mais lorsque vous êtes dans un pays, donc ce que je disais, à ce qui concerne les comités de stratégie sur les plans microéconomiques, c'est-à-dire au niveau des entreprises, il faudra qu'on puisse également avoir ces conseils d'analyse économique. Ça se passe comme ça en France, aux États-Unis. Au niveau du ministère des Finances, l'économie, où ils ont... En France, selon le régime, ça varie selon le régime parlementaire, selon les régimes politiques. En France, ces services traitent avec les premiers ministres au regard de ses prérogatives. Okay. Mais aux États-Unis, au regard de leur structure, c'est directement avec la Maison-Blanche. Okay. Alors, la présidence, comment ça se passe? C'est-à-dire que c'est scientifique avéré. En France, c'est par 31. Donc, ce sont les gens là bien. Donc, des enfants propres scientifiquement. Oui. Réfléchis. Avec une généalogie scientifique. Ok. Hein? On peut dire que non, monsieur, il a été ici, il a été là-bas, il a travaillé. Il a étudié avec tel. Oui. Alors, ce sont ces gens-là maintenant qui vont commencer à réfléchir avec la République. Chaque fois, ils ne prennent pas les attributions du gouvernement, non. Le gouvernement continuera toujours à travailler. Mais vous devez savoir que lorsque vous êtes dans le feu de l'action... C'est comme un conseil. Voilà. Oui. C'est en fait le consulting national. Okay. Et chaque fois que le gouvernement prend des mesures économiques, le président de la République aura le temps d'échanger avec ces scientifiques-là avérés. Parce que le problème, c'est au niveau du casting. Ah oui. C'est à ce niveau-là. Donc, qui recruter dans ces groupes? C'est le casting. Si le casting est réussi, vous verrez que vous avez ces conseils d'analyse économique. Ils discutent avec les chefs de l'État sur des grandes questions de la République. Ils donnent des orientations. Et les chefs, lui, ils donnent de l'impulsion. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque vous voyez les États-Unis et la France fonctionner, c'est parce qu'on associe tout le monde. En fait, lorsque vous voulez faire avancer la République, il faut apprendre à convoquer toutes les grandes forces de l'intelligence. Ah oui. Donc ça, c'est parce que vous m'avez demandé qu'est-ce qu'il faudra faire pour allez-y, prof. Redresser la combien de gens situation, sont contents pour redresser la situation économique. Je vous ai dit qu'il y a des choses qu'on fait à court, à moyen et à long terme. Et long terme. Nous les faisons et je crois sincèrement que ça va aller. Qu'à l'horizon 2050, nous serons un pays développé. Parce que la chance que nous avons pour le moment, c'est d'avoir un président de la République déterminé à faire changer les choses. Wow.
déterminé à faire changer les choses. Donc avec beaucoup de stratégies, on peut amener la République démocratique du Congo là où tout le monde l'attend. Lorsque vous faites le tour d'Afrique, les gens nous interpellent en disant « Nous attendons que le développement de votre pays comme ça, vous allez permettre à l'Afrique... » Tout à fait. Mais professeur, je sais que le président, c'est l'un de mes téléspectateurs, hein, je vous le dis, l'habitude de suivre cette émission, et c'est ce qui m'enchante souvent. Voilà pourquoi j'ai fait un tri, comme dit le professeur Golopouille, un casting des invités. Ailleurs, non, pas loin de chez nous, en Angola, ils sont dans les 50 milliards. Non, mais les 50 milliards... Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai dit ceci. Avec les 50 Comment milliards... Comment on peut arriver à ce niveau-là? Avec les 50 milliards là, c'est avec la crise. Oui. Mais ils étaient déjà au-delà des 70 milliards. Voilà. Donc ils ont profité du boom pétrolier et ils se sont organisés. Et le budget de l'armée angolaise est plus grand que le budget de la République démocratique du Congo. Ce que les gens peut-être oublient, c'est que l'Angola a connu des décennies de guerre. Oui. Et ils se sont mis debout. Et aujourd'hui, et je vous dis qu'aujourd'hui, en Afrique, l'Angola, c'est la 6e économie africaine. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous comprenez? Oh, le Congo, 60 ans. Donc, vous prenez les 3 grands du Maghreb, je vois l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Vous prenez le Nigeria, l'Afrique du Sud, après c'est l'Angola. Voilà. Et tout ça, c'est parce que vous savez qu'il y a des moments où il faut quand même qu'on puisse avoir un sursaut développementaliste. Oui. Ah oui. Et vous allez d'ailleurs l'Angola parce qu'on va dire qu'il y a du pétrole. Mais à côté, je vous donne l'exemple du Rwanda. Oui. Les budgets du Rwanda, l'année passée, ils étaient, malgré la crise, ils étaient à 3,4 milliards. Mais lorsque vous regardez leur démographie et leur superficie, ça équivaut. Ça va. C'est suffisant. Oui, c'est suffisant. Donc, nous devons nous interroger et nous réinterroger sur l'avenir de la il faut changer le comportement fidèle téléspectateurs, surtout les gestionnaires dans les sociétés commerciales, établissements publics, les services. Ce n'est pas pour rien, nous encourageons toujours l'IGF, l'inspection générale des finances, à traquer les fossoyeurs de l'économie. Non, c'est la meilleure stratégie. Oui. Je ne dis pas que l'IGF doit verser dans l'arbitraire, non. Mais c'est le bras séculier du chef de l'État. On a peur même de voler l'argent de l'État. J'ai dit ceci, c'est les bras séculiers du chef de l'État. Ah oui. Le chef de l'État doit s'appuyer sur l'IGF. Voilà. Pour un toilettage gestionnel. Et évidemment, nous voulons aussi qu'eux aussi soient à la hauteur. Je ne peux pas terminer cette émission sans vous poser l'avant-dernière question. Vous parlez souvent de la diversité de l'économie. Je me rappelle, on faisait une émission ici, on l'a coupée parce que vous voulez recadrer la taxe sur la valeur ajoutée. On t'a mal compris. Aujourd'hui, le monde vous donne raison. Non, les faits nous donnent raison. Ah ben oui. Hein. C'était dans cette même émission. Tu es témoin. Oui. Là, nous sommes en 2011. Oui. Non, en 2010. 2010. Ouais. Voilà pourquoi je vous félicite. Nous avons dit que cette TVA a été très mal conçue et mal appliquée. Ah, et aujourd'hui... Ça se voit. On a enrichi les Pakistanais, donc on en parle les Libanais... La plupart, les immeubles qui poussent ici... C'est les fruits. C'est les fruits d'une TVA mal conçue. Voilà. Mais il faut parce qu'au lieu que cela profite à la République, ça profite à quelques opérateurs économiques. La diversité de l'économie, prof, vous en avez tant parlé. À un moment donné, vous ne parlez plus. Depuis que vous occupez un poste politique. Non, je continue. Quand tu m'invites, je viens. Donc merci. Je ne peux pas. C'est grandement choix de vous recevoir. J'ai dit ceci. Ouais. Je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que non, vous êtes intelligent. C'est moi qui l'ai dit. Dans une certaine mesure, je suis producteur du savoir dans ce pays. Bien sûr. Et les peu de connaissances que nous avons, nous voulons les partager avec notre population. Lorsqu'on parle de la diversification de la production, il y a des préalables. C'est-à-dire on ne peut pas diversifier la production dans un pays qui a un déficit énergétique. Ah oui. Ce sont des préalables. Donc, si nous voulons bien transformer notre cuivre. Il faut terminer vite l'Inga 3. Mais il faut avoir de l'argent. Donc, à part Inga 3, aujourd'hui, on doit
imaginez, il y a une hydrographie provinciale. Oui. Oui. Assez importante au niveau du Katanga. Et même vers les Kasaï. En attendant qu'on puisse terminer la question de Dinga 3, on doit imaginer des barrages de proximité pour soutenir l'activité minière. C'est un peu partout à travers la République, oui. C'est possible. Oui, et les deuxième obstacle à la diversification de la production en République démocratique du Congo, c'est aussi les supports bancaires. Donc on ne développe pas l'économie avec l'argent de son salaire. Vous aurez remarqué que si entre 1969 et 1972, il y a eu la création de beaucoup de sociétés, notamment Cadel, CPA, Goudier. Donc, c'était une conjonction de plusieurs paramètres. Donc, d'abord, en 1969, nous avons notre premier code des investissements libéral. Et en 1970, nous avons eu Sofide. Donc, il faut également qu'il y ait des organismes de financement. Tout à fait. Hein? Tout ça, ça fait partie des préalables. Parce que l'État n'a pas toujours tous ces moyens. Lorsque tu lis, par exemple, les budgets 2021, donc tu verras qu'en termes de dépenses, déjà, les dépenses de personnel nous prennent 39%. Les équipements, 22%. La construction et réhabilitation consort 8%. Donc, ce n'est pas avec ça que on va diversifier la production. Donc, il faut améliorer davantage le climat des affaires pour rendre les pays attrayants. Et cela va faire qu'il y aura de plus en plus des investissements directs étrangers et ces investissements finiront par avoir des effets propagateurs sur l'ensemble de l'économie nationale. Et il faudra que nous puissions même mettre au profit nos ambassades. Nos ambassades ne doivent pas continuer à ne vendre que des passeports. Au-delà des ventes de passeports, nos ambassades devaient vendre la République démocratique du Congo. Vous savez que l'image de la République. Lorsque vous avez seulement les parcours, donc les poules Malébo qui s'engagent, le potentiel poissonnier est énorme. Une pêcherie 120 tonnes de poissons par jour. Une pêcherie industrielle réglera l'affaire. On a besoin d'avoir des bateaux de pêche. Et ça ne coûte pas plus de 500 millions de dollars. Donc ça, ce sont les vertus dont nous disposons. Ce sont les vertus que nos ambassades devaient vendre pour que les gens comprennent que nous sommes les pays qui regorgent les lacs les plus poissonnés du monde. Et là, je pense qu'au lieu seulement de voir que nous pouvons faire la pêche dans la zone internationale parce que notre façade à l'océan est de 37 km, mais nous pouvons exploiter notre hydrographie. Les fleuves, Congo regorge tant de potentialités poissonneuses. Des lacs, nous en avons plus de 80, dont les plus poissonnés de la République. Et je crois qu'il faut améliorer davantage le climat des affaires. C'est vrai que sur le plan, sur papier, l'agriculture, sur papier, n'en parlons même pas. L'agriculture, c'est encore, donc, nous avons les 80 millions d'hectares de terres arables et nous n'exploitons que moins de 10%. C'est pas vrai. Et ça, ce sont des atouts qu'il faut impérativement vendre pour la République et pour rendre les pays de plus en plus attrayants. Et vous allez voir qu'avec un peu d'intelligence, nous avons la possibilité de faire avancer la République. Je pose cette question et puis on revient au spot de l'IGF pour terminer cette émission. Prof, pourquoi vous aimez tant d'harmonie dans votre habillement? Excusez-moi, je sors du cadre économique. Vous respectez tellement les couleurs, rouge, verte. Pourquoi? Et les gens en parlent. Oui, d'abord, je voulais vous dire qu'en République démocratique du Congo, aucun texte n'impose des couleurs aux autorités. Donc, aucun texte. Et sur le plan scientifique, je voulais dire ceci. Sur le plan scientifique, l'accoutrement obéit aux conditions climatiques, raciales et culturelles. En Afrique, il fait constamment chaud. Lorsque vous arborez toujours des tenues de couleur noire, c'est la quantité de la chaleur que vous êtes en train de conserver sur votre corps. C'est scientifique.
Ah oui. Mais chez nous, comme les gens font du mimétisme tragique, quand ils voient le français en noir, ils veulent aussi être en noir, sans tenir même compte de la couleur de leur peau. Et lorsque vous faites le tour d'Afrique, dans toute la partie de l'Afrique de l'Ouest, les autorités sont en boubou multicolore. Et les pays marchent bien de ce côté-là. Le président Kadhafi, qui est considéré comme étant le plus grand dirigeant africain, il était toujours en couleur. Donc, c'est un problème de goût et de principe. Il n'y a aucun texte qui impose les couleurs aux autorités en République démocratique du Congo. Okay. Et l'accoutrement obéit aux conditions climatiques. On ne peut pas, dans un pays où il fait constamment chaud, avoir des couleurs sombres. C'est pour cela que vous voyez que les gens transpirent. Et il y en a qui ont beaucoup de démangeaisons après. Oui, okay. Donc j'ai l'autorité de le dire. Merci. Donc ça n'enlève nullement la scientificité de l'homme. Mais j'avoue que vous êtes très bien habillé. Non, ça c'est de la provocation. Vous n'avez pas parlé c'est de la Yoji. C'est de la provocation. Vous n'avez pas parlé de Yoji. C'est de la provocation. Bien habillé, je suis donc content. les goûts, mais ngana mwana ke donc yo lingo komisanga na ndenge na bino donc ngana mwana tala na mwana côté na bino te. OK, voilà, fidèle téléspectateur, na mwana côté na bino te au plan de sport tikanga ndenge na ngana bana côté na biso. OK, sport il financier soit démagogué on a besoin de service. Non, oh ya ko marché ko c'est la position que OK, l'optique là est libre. Mais DG on va voir ça. Non, c'est DG qui parle. C'est le DG qui parle. Nambongo Aneta. DG. Merci papa. Conseiller dans mon bureau. Excellence. Au moins limite tout cas précis biso. Kamata moko. Kende kopesa na tata mwasi na ngai. Kaka ndenge na lobi. Conseiller. Bateau ya facture wana. Mbongo na bango esali boni. 90 millions de francs congolais. Bakisa ba 0 mibale. Ekomi boni 9 milliards. Likolo wana nde ya biso. Yoko bima gouvernement kakamu. Mbongo ya l'État. Eh, papa lekani mutu ba yango. Mama. Mais on mutu ka gouvernement. Mama tinda zanga batna gouvernement. Naza tata mo excellence. Tata mo excellence. Vous m'expliquez. Nous avons préparé des gens qui IGF. Stop. Excellence, c'est foutu. Les inspecteurs de l'IGF sont là. Inspection générale des finances, vous avez compris. Je ne suis pas là. Non, mais vous êtes là. Non, divers et l'excellence est en confinement. Ça n'existe plus cette histoire. Je ne suis pas là. Là. Je ne suis pas là. Là. Non. Je suis désolé. Conseiller, toi aussi. Stop. Les finances et le bien public sont une propriété de l'État qui doivent être bien gérées. Message de l'inspection générale des finances. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était juste une question qui ne cadre pas avec l'émission, mais je devais quand même la poser, je l'ai cherché pour lui poser ça, parce que ça devrait être fois la chronique. S'il y a un ministère que vous pouvez exploser avec votre intelligence dans la gestion, ce sera quel ministère vous? Mais je ne viendrai pas les chercher sur un plan de télé, moi je suis politique. Les jours où je vais ambitionner, où je vais candidater à un poste, donc je ne viendrai pas le faire sur un plateau de télé. Merci, prof, voilà, de toutes vos réponses. Oui, oui, oui. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Ici je fais la pédagogie nationale. Merci. Donc les jours où je serai attiré par un ministère, je ne viendrai pas chercher ça sur un plateau de télé. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci. Nous manquons de mots. Votre temps est tellement précieux quand vous nous l'accordez. J'espère que cette fois-ci la sonorisation sera bonne. Non, tout est bon ici. Tout est bon, c'est pas Kazadi. Hein? Ici, c'est maintenant la RTNC. Hein? C'est pas Chris Kazadi. Voilà, fidèles téléspectateurs, merci à l'usine. Encore une fois de plus, me veut le meilleur. Okay. Nous n'avons nullement la prétention de dire que nous avons le monopole de l'intelligence, mais les peu d'informations que nous avons, nous voulons les partager avec notre population. Téléspectateurs jugent toujours. Moi, j'avoue que vous êtes intelligents. Merci à Luzon Moulongoï, réalisateur. Merci à Doubles pour la caméra. Merci à Mbelou, Marlène, celle qui assure le secrétariat du Papa Apo.
Merci à toute l'équipe de la RTNC. Bonne fête, bonne année à vous tous. Et au deuxième numéro de ce dont on parle. Au revoir.